Les dossiers de Sous la palabre, aujourd'hui c'est la diasparole et nous allons parler de racisme dans le sport. Normalement, tu dois continuer là. Bonjour très chers auditeurs et auditrices de Sous la palabre, aujourd'hui nous allons parler de sport. Si je vous dis homme fort, vaillant avec une musculature imposante, mais attention, sans trop d'intelligence, car il est difficile pour lui d'être à la fois intelligent et sportif. Bingo, c'est un goal! Je sais, vous avez trouvé. Il s'agit encore et toujours de l'homme noir. Pourquoi tant de haine vis-à-vis de lui? Pourquoi est-il si facile pour le monde entier d'être ensemble pour le détruire? Vous êtes-vous déjà posé la question si dans votre inconscient, sa représentation est souvent négative? Je pourrais presque dire qu'il est toujours mal vu et partout où il passe, il ne laisse pas indifférent. J'ai parfois du mal à croire que nous sommes en 2020 et que cet homme est souvent considéré comme une bête de foire. Dois-je réellement créer une liste? Point d'interrogation. Il n'est pas intelligent, il est arrogant, il est mauvais père, il est insécurisant, il est dictateur, il est fainéant, beau parleur, bref. Cette liste est beaucoup trop longue. Si depuis plus de 400 ans, on parle de vous de cette façon, pensez-vous sincèrement que vous allez vous en remettre sans perte et fracas? Mais non, il y a du positif. Il est beau comme un étalon, avec des gènes extraordinaires. Il peut repeupler le monde juste en se mélangeant avec tous les autres. Alors aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons parler pour cette diasparole de la vision de l'homme noir dans le sport. En 2020, j'ai allumé ma TV et j'ai voulu regarder un match de foot. Et je suis restée scotchée, choquée, apeurée, triste, car on a fait de lui un objet, un animal, juste bon à manger des bananes. Et surtout, de subir des injures, car dans notre inconscient, certaines personnes se donnent encore le droit de ne pas le considérer comme un homme. Alors, chers sportifs, c'est avec toute ma bienveillance et mon soutien que je vous dis luttez et surtout n'acceptez jamais que l'on vous considère pas comme un être humain. Et je remercie l'acte de Moussa Marega, car on ne peut plus accepter de voir un homme se faire humilier de la sorte, car au final, il n'a pas eu de réel soutien de son équipe, et c'est vraiment dommage. Mais sachez que vous avez posé un acte fort, monsieur, qui permettra à nos jeunes générations de comprendre que la valeur d'un homme s'arrache par lui-même. Voilà, chers auditeurs et auditrices, j'espère que ça vous a plu et on va parler de ça avec monsieur Chisembeka qui est un grand sportif, coach sportif, qui a aussi eu une expérience assez négative de racisme dans le sport. Donc vous faites aussi de la boxe, vous faites également, vous avez dit boxe, vous avez dit football, donc vous allez parler de votre expérience. Donc déjà bonjour. Et j'ai aussi mon collègue Aliou qui va sûrement nous dire des choses très intéressantes vu que c'est un futur président. Bonjour Mireille. Bonjour Aliou. Dites-moi. Ouais, donc voilà, moi, c'est vrai que j'ai fait pas mal de sport et que c'est vrai qu'il y a quelques années de ça, on va dire une dizaine d'années, il y avait encore quelques mauvaises habitudes sur le terrain. Je pense que c'est spécialement dû à la minorité et donc à la densité et à l'environnement, hein, aussi au fait que, par exemple, dans des endroits éloignés en Belgique, les Noirs sont arrivés il y a peu, il y a peut-être eu peu d'adaptation, il y a peut-être des racines un peu plus profondes dans ces zones-là, où on peut prendre ça comme une petite blague, tu vois, une petite blague parce que ton oncle il dit ça, ton grand-père il dit ça, donc ça perdure un peu plus. Tandis qu'à Bruxelles, on a coupé ça un peu plus tôt. Ça veut dire que on est bien installé, on n'est pas en minorité, on s'exprime un peu plus fort et on évolue beaucoup plus fort beaucoup plus vite dans les sphères, que ce soit d'un point de vue universitaire. Hein. Il faut savoir qu'ici, ce qui est intellectuel, c'est quand même valorisé. Et que voilà, il faut pouvoir répondre intelligemment. Et c'est vrai que nous, à certains moments, on ne le fait pas, quoi. Je dirais que c'est à peu près ça. On peut voir ça vraiment clairement beaucoup plus large. Mais est-ce que ce texte te parle? Parce que bon, moi je suis une femme
et on a aussi nos problèmes par rapport au racisme. Mais je vais vraiment rester focus sur ce qui s'est passé avec ce joueur de foot, Moussa Marega. Il y en a d'autres aussi, bien sûr. Moi, j'ai choisi cet exemple-là parce qu'il est très récent. Mais j'ai tendance à croire qu'on peut se permettre tout le temps de pouvoir l'agresser, de pouvoir dire que voilà, il est juste bon à rentrer dans un terrain et à simplement s'agiter. Mais quand on va dans la profondeur de cette personne, eh ben, on ne lui donne pas de profondeur. Il est juste massivement là, posé, avec son corps bien sculpté, et on l'associe toujours à quelque chose comme un objet. Et je me dis, mais comment est-ce qu'un homme noir vit ce genre de choses? Parce que là, on parle de sport, mais ça peut aller dans toutes les sphères. Ça peut être même chez soi, ça peut être même dans son couple, ça peut être même à l'extérieur. Donc moi, j'aimerais bien vous entendre et m'expliquer quelle est votre vision par rapport à ça. Est-ce que cet acte que ce jeune homme, Moussa Marega, a fait était justifié, ou est-ce qu'il aurait dû continuer à jouer et les laisser le traiter de singe et faire des cris assez gênants? Je crois que la question du racisme dans le football doit être analysée de la même façon qu'on analyse d'autres situations de racisme dans la société. Pourquoi? Parce que la situation sportive, en particulier le football ici dont on parle, est symptomatique d'un mal de société générale. C'est-à-dire que on est dans une société où on ne veut pas voir la réalité en face, et on ne veut pas prendre les responsabilités tout de suite. Tout cela découle évidemment du fait aussi qu'on soit en situation de minorité, comme l'a mentionné notre cher invité, mais aussi le fait qu'on est dans des sociétés qui sont profondément coloniales, qui ont un fonctionnement colonial depuis des siècles, et comme il l'a dit d'ailleurs, transmettent le racisme et la propagande coloniale et tous les stéréotypes et préjugés des générations en génération. Donc ce n'est pas anodin si on a un public sportif qui se permet de chanter des chansons clairement racistes. C'est symptomatique du folklore dans lequel on est, de la tradition que certains se sont fait. Ça appuie un système colonial, ça appuie encore une réalité fortement coloniale. Alors quand je dis colonial, c'est économique surtout, parce que le football est un business avant tout, et que ce business utilise l'homme noir et toute forme d'êtres humains d'ailleurs. On ne parlera pas ici de l'exploitation de l'homme dans le milieu du football en particulier, mais le fait est que foncièrement ce n'est pas un hasard d'ailleurs s'il y a beaucoup d'hommes, en particulier noirs, dans le monde du football, et surtout en Europe. Pourquoi? Parce que on a une société dans laquelle les opportunités sont dans ce sens-là, soit sportif, soit la danse, soit je ne sais pas quel autre monde où on est très très visible. Donc l'idée c'est de montrer un certain stéréotype de l'homme noir. Ils ne sont bons qu'à ça. Certains disent même que en 98 Zidane avait réussi à faire disparaître le racisme pendant 48 heures. Il n'y a qu'à voir cette équipe de France de l'époque, celle qui a remporté dernièrement la Coupe du Monde, est majoritairement composée d'hommes noirs. Et on n'a pas manqué de remarquer que quand ils ont gagné la Coupe du Monde, soudainement, ils sont français. Ils sont français. Le dernier acte en date, c'est un autre qui est dans le monde financier, lui, c'est, comment il s'appelle encore, Niang, le Sénégalais, qui était président du Crédit Suisse. Et quand il était président du Crédit Suisse, on disait le franco-sénégalais, président du Crédit Suisse. Une fois qu'il a été destitué, ce qui s'est passé, c'est que RFI, Radio France, très très international, même si c'est très très africain, Radio France Internationale titre « Le Sénégalais Niang viré du Crédit Suisse ». Donc ce n'est pas anodin. Quand c'est le succès et quand ça arrange bien certains, on dit tout de suite que ce sont des Franco ceci ou des Européens de ceci. Mais quand ça n'arrange pas, on dit tout à fait le contraire. Et donc, la question de fond qu'on doit se poser, c'est pourquoi est-ce que dans notre société actuelle, on en arrive encore à ce qu'il y ait des situations comme l'a eu le frère Marega. Il y a eu aussi, les exemples ne manquent pas, Lukaku l'a vécu plusieurs fois, que ce soit ici en Belgique, que ce soit dans le championnat italien, que ce soit dans le championnat de la Première Ligue en Angleterre. Donc c'est systémique quelque part. Et les autorités footballistiques se font leur business dessus, mais n'arrivent pas jusque maintenant
à poser de réels actes de sanction parce qu'il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Mais Aliou, alors, si je vous écoute tous les deux, c'est systémique, voilà. On est enfin, comme tu le dis, on est dans un système qui ne nous permet pas forcément d'en sortir. Mais alors, toi, en tant qu'homme noir, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que si tu sais que voilà, cette voie-là, on va forcément te dire, bah, toi, en tant qu'homme noir, tu vas forcément être footballeur. Moi, j'aimerais bien voir autre chose. J'aimerais bien voir, bah, oui, les artistes, je suis contente de voir des chanteurs, mais j'aimerais bien voir des hommes d'affaires. J'aimerais bien que ça soit beaucoup plus visible. J'aimerais bien voir plus d'entrepreneuriat. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi à nous de nous valoriser, de nous mettre plus en avant, parce que nous sommes dans un système qui clairement nous le dit, on ne veut pas de vous. Alors, il y a ce que le système dit et il y a ce que nous faisons. Le système, évidemment, ne veut pas de nous dans certains domaines, ça c'est clair. Mais ça n'empêche pas que les hommes, les femmes noires dans cette société, que ce soit en Belgique, en Europe en général, en Afrique, n'ont jamais cessé de se battre. Donc, selon les opportunités de nous en sortir où on les trouve, on y va. On ne peut pas reprocher à un homme noir de vouloir être un footballeur et d'être un bon footballeur d'ailleurs. Mais doit-il l'être en Europe ou doit-il à un moment donné partir de l'Europe et faire quelque chose dans son pays, construire une école de football, créer des footballeurs de son pays d'origine et à ce moment-là peut-être faire une nouvelle génération? J'aimerais juste ajouter quelque chose en fait, Bien sûr. sans vous couper. En fait, il y a vraiment quelque chose de très important à prendre en compte. C'est qu'on peut prendre comme analogie les États-Unis et leur évolution. Et un peu la transposer à la nôtre. On n'est pas en Europe depuis si longtemps. Et pourtant, on a gravi beaucoup. On a évolué très vite, comme un train à grande vitesse. On a connu des changements historiques. On a profité d'énormément de choses. Mais on n'est pas dans le même cadre d'intégration que le sont les Afro-Américains, qui sont dans un cadre d'intégration spécialisé et plutôt systémique aussi, puisqu'ils se reconnaissent comme Américains et font en œuvre pour vivre comme Américains. Ça veut dire qu'il faut accéder à des choses. Vous avez une femme procureure, vous avez une femme gouverneur, vous avez une femme chef militaire, mais il n'y a pas ça ici. Ici, les hommes essayent déjà d'avoir des positions. Alors on profite de niches comme le sport. Pourquoi? Parce qu'il y a un avantage éventuellement, on spécifie toujours comme avantage génétique, qui permet forcément de déployer plus rapidement et sur un laps de temps très court. Ça veut dire qu'un adolescent se retrouve avec des fois des données caractéristiques de quelqu'un qui a 25 ans, qui n'a que 16-17 ans. Oui, c'est clair que ça lui avantage. Après, aujourd'hui, il y a aussi l'intelligence qui compte maintenant. Le foot est devenu beaucoup plus intelligent, le sport en lui-même. C'est ce qui fait que forcément, aujourd'hui, les jeunes, je suis content que dans les grands clubs, on le fasse. C'est important d'avoir en analogie au sport, un suivi scolaire assez correct. C'est-à-dire pouvoir apprendre les langues rapidement. Avant, un mec qui jouait au foot, il parlait la même langue, il parlait pas, s'exprimait pas. Aujourd'hui, on a des joueurs de foot qui s'expriment. Ce que je veux dire, c'est que le monde, il est en train de changer. Donc, il y a une évolution voilà, par rapport à ce statut. Voilà, je pourrais tout visiter. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui aussi, c'est qu'avant de repasser la parole, je dirais que ce qui est important, c'est que les parents soient là pour les enfants. Parce que on met énormément de choses en avant, mais la racine elle-même, elle est déjà un peu polluée. Moi, mes devoirs, je les faisais tout seul. Il y en a plein, ils les faisaient tout seul. Il ne faut pas commencer à être surpris si certaines choses ne sont pas faites correctement, s'il n'y a pas de méthode, s'il n'y a pas de discipline. Il y a de l'intelligence, il y a de l'adaptation, ça on l'a vu, on l'a tous. Mais on n'a pas de force de construction. Ça veut dire des gens qui peuvent exister, terminer, et puis commencer à avoir des positions. Ça, on n'a pas encore. Mais si je reprends ce que tu as dit, donc c'est familial, donc ça doit commencer dans la famille. C'est cette vision, je veux dire, un enfant doit pouvoir voir ses parents agir, faire quelque chose. Si je vois mon père qui ne fait jamais rien et qui me dit, bon bah voilà, fais tes devoirs tout seul, et bon bah tu feras du sport, et si tu arrives à quelque chose, bah tant mieux, bah ça va perdurer. Mais comment est-ce qu'on peut sortir de ce carcan et se dire, ben voilà, on pose quelque chose de concret. Certes, certains n'ont peut-être pas eu des bases, parce que voilà, la vie n'est pas évidente pour tout le monde. Mais moi, je me dis, il faut à un moment donné sortir de tout ça et créer des choses.
Et pour moi, ça passe déjà par l'exemple, tout simplement. Si tu vois ton père lire, tu vois ton père étudier, hein, tu vois ton père faire des choses inspiratives, à un moment, on devient comme ses parents. Mon père, il buvait du thé en lisant un livre. Je sais que je vais boire du thé en lisant un livre. Et ça, c'est la passe que j'ai eue. Il y en a, ils sont pas là. Puis on demande aux enfants de faire ça. Mais non, toi, tu fais pas ça. Moi, toi, tu veux que je fasse ça. Comment ça? Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que voilà, au niveau de l'enfance, au niveau de la période la plus prompte à apprendre, hein, ça veut dire de 0 à 7 ans, il y a une transmission négligée qui est faite. Ça veut dire qu'on fait le pitre autour. Et puis soudainement, paf, c'est bon, saute dans le bain, là il faut que tu ramènes quelque chose. Mais non, il fallait faire ça avant, hein, pour préparer les enfants à être capables, à se dire, moi aussi je veux faire comme ça. Personne n'a été préparé, alors oui, il reste le sport. C'est plus rapide, c'est de l'argent facile, c'est ce que tout le monde vit, on ne va pas se mentir. Donc il y a quelque chose au niveau de comment dire ça, de la représentation, on va dire parentale, de la représentation de l'adulte à mettre en place, hein. Ça veut dire que le problème, c'est que voilà, nous on s'identifie comme Africains, donc comme référence on a les natives, mais on ne veut pas être comme ça. Les Chinois l'ont bien fait, ils ont évolué en restant des Chinois. Ce qu'il y a ici, c'est qu'il faut mettre en place quelque chose, il faut réussir à muter, s'hybrider. Ça veut dire être capable de réflexion et en même temps être capable d'analyse. Au Sénégal, c'est ce qui se passe. Il commence à avoir pas mal de grands intellectuels, ça papote. Au Congo, ça doit se passer aussi. Hein. Voilà. Eh oui, j'aimerais tellement que ça se passe au Congo. Qu'est-ce que tu voudrais dire, Alio? Pas grand-chose. Il a bien résumé. Effectivement, nous devons nous organiser. Il y a ce que le monde en externe veut que nous soyons, et puis il y a ce que nous voulons être. Pour moi, nous devons nous concentrer sur ce que nous voulons être, et pourquoi est-ce qu'un système arrive à nous dominer. Il faut qu'on analyse concrètement quelles sont nos faiblesses et comment les améliorer afin de résister au mieux. On ne peut pas lutter contre le racisme en prêchant la bonne parole à ceux qui nous discriminent. Ça ne marche pas, puisque ces gens qui nous discriminent n'ont pas intérêt à cesser de nous discriminer. C'est-à-dire que tu vas pas, si tu as 10 000 pommes et que moi j'en ai une seule, je vais pas te dire s'il te plaît donne-moi et tu vas m'en donner 5 000 ou 8 000. Non, tu vas m'en donner peut-être 2 en sachant que demain j'en aurai plus. Et donc me maintenir dans cette voie de toujours demander plus et dépendre de toi. Donc l'idée de fond, c'est qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes, sur nos enfants. Comment construire une communauté, comment construire une conscience de communauté. C'est hyper important et ça se fait pas seulement en faisant des discours idéologiques. Ça ne veut pas dire nous sommes tous des Africains, nous sommes tous des Noirs, nous devons être panafricains, les Blancs nous discriminent, les machins trucs. C'est des discours trop faciles, c'est des discours qui ont déjà été entendus, qui ont déjà été pratiqués dans la communauté, les gens en ont marre. Il faut créer des structures qui font que on se sent communautaire et on dépend de cette communauté. Si on pose la question concrètement aujourd'hui en Belgique, les Noirs en Belgique, comment est-ce que on se sent communautaire? Quand on arrive moi je suis arrivé en 2013 dans ce pays, en tant qu'étudiant, mais j'étais quasiment livré à moi-même. C'est pas les gens de la communauté qui m'ont aidé à m'en sortir. Donc, or, il y a d'autres communautés qui sont beaucoup plus organisées que ça. Donc, on parle de la communauté juive, et on a plein de clichés sur la communauté juive, mais il faut poser la question de fond. Les gens se sont organisés, les gens ont travaillé. Les juifs étaient décrits comme des insectes dans ce pays. À Alost, dernièrement, on a vu les représentations hyper antisémites de ce carnaval. Mais à un moment donné, il faut être organisé. On n'a pas d'autre choix. Il faut créer des structures qui font que les gens dépendent de la communauté et donc à partir de ce moment-là, se sentent de la communauté. Et en Belgique, on n'a pas à rougir d'être communautaire. Parce que ça aussi, c'est un discours qu'on entend souvent. Ne soyez pas communautaire, ne soyez pas communautaire. Mais on est dans le pays le plus communautaire de la planète. Ce mot fait peur et moi je me demande pourquoi. Mais ça, en fait... Dès qu'on dit communautaire, c'est comme si on pouvait... Voilà, quand ce sont des Noirs. Ce que les gens veulent dire, c'est pas ne soyez pas communautaire, c'est détestez-vous entre vous.
la question de fond, c'est ça. Parce qu'on ne peut pas être en groupe de noirs ensemble. Alors, Mais- des filles, ça passe, mais alors 5 garçons noirs qui marchent dans la rue, c'est catastrophique. On a peur. Je veux dire, il faut se rendre compte aussi que c'est dur pour des enfants. Cette idée de communautarisme, pour moi, il n'est pas, en mon sens, très approprié. Pourquoi? Parce qu'il faut une entraide. Ce qui est important, c'est que faut toujours faire l'analogie avec le pays de l'oncle Sam. Comme je te disais encore un peu avant l'interview, je lisais James Baldwin, Another Country, et t'explique bien que ce mec-là s'est battu pour écrire mieux que personne. Et c'est parce qu'il a été reconnu par ses pairs qu'à un certain moment, qu'est-ce que tu veux dire? Donc il faut une reconnaissance de la communauté avant les reconnaissances extérieures. Ce qui est important, c'est de calculer les forces. Mhm. Il y a un réalisme ambiant. C'est pas la volonté de vouloir faire. Je vais bien envahir ce pays, mais si j'ai 500 hommes, je fais quoi? Non, c'est la question de fond à voir. C'est quelles sont nos forces? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et quelle vers direction on peut tendre pour... Alors nous, ici, on est plutôt dans du tâtonnement. Clairement, il n'y a rien d'installé et ça n'arrivera pas par magie. Ça veut dire qu'il faut avancer et toutes les années constater. À partir de là, on a des gens qui vont pouvoir prendre des pôles, des structures. Comment tu t'appelles? Elio. Voilà, sûrement Elio dans le futur. Non mais c'est notre futur président, Voilà, attention. des gens qui pourront... Président, c'est un terme colonial. On a beaucoup de présidents en Afrique, c'est pas pour ça qu'on est... Ce que je voulais dire, c'est qu'il est jeune. Et voilà, ce serait bien déjà d'avoir un peu plus de personnes comme lui qui peuvent s'occuper de distiller la bonne image et le bon message. En avoir plein. Hein, parce qu'ici, on est comme dans une tanière à faire un débat. Et moi, quand je sors, je vois bien la réalité. Hein, il ne faut pas se mentir. Ce qu'il faut, c'est un peu plus de gens, un peu plus de réflexion, un peu plus de philosophie propre à nous. Hein. Histoire, pour construire une conscience, il faut qu'il y ait une réflexion. Mais il y a quand même énormément d'ouvrages. Il y a plein de choses à notre disposition. Mais j'ai parfois l'impression que ça nous préoccupe pas. Il y a une petite partie, si je peux me permettre, de personnes qui vont sensibiliser d'autres hommes noirs ou femmes noires par rapport au racisme. Et comme il l'a expliqué, le racisme dans le sport est à prendre comme comme tous les autres racismes que l'homme noir ou que la femme noire peut vivre. Donc je me dis, si on a tout ça en face de nous, comment ça se fait que là maintenant on n'a toujours pas compris? Attention, c'est pas comme Elio Di Rupo, c'est Aliou. Aliou. Ah non mais là tu le tues là. Non mais ça je pense beaucoup qu'on l'a bien dit, c'est qu'il va y avoir quelque chose qui va se faire et c'est en train de se faire. Mais ça prend du temps, les choses se mettent en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on voit des publications, on voit du contenu numérique, hein, avec des messages. Hein. Aujourd'hui, avant de te faire quoi que ce soit, les gens réfléchissent à 2 fois. Il se passe quelque chose et c'est pour ça qu'on peut faire ce débat plus librement aujourd'hui. Il ne faut pas négliger ce qui se passe. Ce que je veux dire, c'est que cette tangente-là, il ne faut pas la briser. Ça veut dire que le soin des mots appropriés, hein, parce qu'il faut bien savoir que on est tous des êtres humains et qu'on est dans une sphère humaine. La liberté du message, c'est de dire ce qu'on veut. Et si tu blesses l'autre, il a le droit de te blesser. Alors, faisons attention, avançons, hein, puisque moi je pense que le problème principal que nous avons, c'est que quelquefois il n'y a pas grand-chose qui est fait. Et comme encore une fois, Aliou l'a dit, les excuses. Ça, c'est quelque chose qu'on utilise très 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 bien. Il faut voir le contenu, calculer les ressources, les forces. Un pays comme le Congo, par exemple, je prends mon pays, je suis moitié, moi je suis du Sénégal et du Congo. Mais Dis donc, c'est la journée du Sénégal. Hein. Moi je le dis, tu mets pas, il te faut pas 100 hommes, hein. Tu as besoin d'une armée d'universitaires pour diriger un si grand continent. C'est plus grand que le Mexique, de 400 000 km. C'est pas un tout petit haricot, tu ramènes 1000 personnes qui ont fait l'UNIF, il n'y a pas assez. Hein, ça veut dire qu'il faut être réaliste.
il faut grandir, il y a plein de choses à mettre en place. On verra bien ce qui sera fait dans les années à venir. Moi, je suis curieux. Et voilà, on essaie d'avancer petit à petit, tous, d'amener quelque chose. Mais je vais revenir à ton expérience, parce qu'on va parler quand même du racisme dans le sport. As-tu déjà vécu ce genre de racisme, hormis les autres, si je peux me permettre? Mais moi, je l'ai vécu, ouais, je l'ai vécu dans le foot. Hein. On donne des petits blasts comme Cameroun, tu viens du Congo, on t'appelle sur le bord du terrain comme ça, tu vois. Et puis, voilà, il y a... Excuse-moi, donc on ne te donne pas de prénom. On t'appelle Cameroun Ouais, parce qu'on suppose que tu ça, viens c'est du ça, c'est Cameroun. ça. En fait, on te surnomme, mais tu vois très bien, encore une fois, c'est encore une fois, il faut servir d'une empathie pour arriver à se mettre à la place de celui qui le dit et pouvoir lui avoir une idée, hein, une vision. Voilà, il y a les gens qui le disent avec une mauvaise énergie, tu vois, et c'est un racisme vraiment très orienté. C'est vrai que ça mérite d'une autre manière, tu vois. Et ceux qui le prennent, comme on l'a dit encore une fois, en utilisant des mots folklore, etc., c'est une autre perception. Mais on n'est pas arrivé à un stade où on peut plus supporter. On ne veut plus rien supporter. On ne veut plus. Ça, je peux le comprendre. Ça, je peux le comprendre. Mais quand on parle de génération, quand on parle de changement, hein, quand on a parlé de l'abolition de l'esclavage, c'est pas après 15 ans d'esclavage, quand ils ont dit on ne peut plus supporter, que ça s'est arrêté. Ça a pris du temps, les choses se mettent en place. Hein, et forcément, il faut encourager, hein, il faut s'organiser, il faut que des gens prennent la voie, il faut que des gens étudient, toujours, principalement, puisqu'il faut pouvoir produire des réponses qu'on puisse garder, des réponses que les hauts dignitaires, on va dire que tout ce qui est les rulers, donc les gens qui décident, puissent s'en servir. Hein, il faut de la matière et pas des contradictions constantes. Il n'y a pas de matière. Si maintenant il y a matière dans une vidéo, il se contradira 20 minutes plus tard. Donc en soi, sa vidéo, elle va servir à qui? Puisqu'en fait, à chaque fois qu'il fait une bonne radio, il est obligé d'avoir une indiscrétion. Donc en soi, si on respecte bien les valeurs de chaque homme, un contenu qui doit servir à faire notre propagande sur un certain point de vue, parce qu'encore propagande, ne pas le prendre de manière péjorative ni au premier degré. Hein, ça veut dire que c'est un message qu'on puisse donner sans blesser, outrer les autres. Et ça, il n'y a pas énormément chez nous. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais dire par rapport à ça, Lio? J'ai l'impression que c'est des questions pièges que tu m'as dit. Oui, tu veux dire quoi, toi? En fait, moi, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de mystère, ça ne va pas tomber du ciel. Les solutions viennent parce que nous sommes organisés. Est-ce que tu as déjà vécu du racisme dans le sport? Demander à un homme noir s'il a déjà vécu du racisme dans une société, c'est comme demander à une femme si elle a déjà vécu le harcèlement. Donc je crois que oui, c'est c'est systémique, ça. mais oui, effectivement, c'est que... Pauvre c'est noir. que non, c'est pas que nous sommes pauvres, on résiste. Hein. Ouais. Et puis, moi, si ça se limitait simplement à des insultes dans la rue, sale nègre ou des regards, moi, c'est très vite réglé, hein, ce genre de choses. Hein. Je m'arrête avec la personne et puis on discute. On discute gentiment. Voilà, on discute gentiment et je lui montre voilà qu'est-ce qui se passe. Mais ça ne se limite pas qu'à ça. C'est qu'il y a des ressorts là dans la société, il y a des systèmes qui font que tout le temps de la ça a un impact réel dans ta vie. Tu veux un logement, tu es en galère pour avoir un logement, tu appelles le gars, tu n'as même pas le rendez-vous pour aller visiter le logement. Ou bien tu envoies un CV, tu as besoin d'un job, tu as besoin d'argent, on s'arrête simplement à ton nom. Donc ça va plus loin que des insultes, parce que les insultes, si ça se limitait à ça, franchement, je serais très Le content. combattant. Mais ça va plus loin que ça. Ouais. Et donc, quand ça arrive à ce niveau-là, il faut des systèmes d'organisation beaucoup plus concrets de notre part. Et aussi, ne pas oublier que, effectivement, il faut être communautaire. Communautaire ne veut pas dire... c'est pas parce que une personne est décrite comme noire que c'est forcément quelqu'un qui a compris ou c'est quelqu'un qui est prêt à se battre. Vous pouvez avoir des gens de toutes les couleurs de peau, des personnes qui se sentent en solidarité avec notre combat, hein, et qui peuvent servir tout autant que si on se devait se limiter à ça, on dirait que Mobutu et Lumumba sont aussi dans la même équipe, qui sont tous de la même communauté. Non, Mobutu c'est clairement quelqu'un qui a
abattu le destin du Congo, qui a participé en tout cas à l'abattre. Donc on ne peut pas être communautaire simplement sur base de critères aussi fallacieux que la couleur de peau. Il faut aller au-delà de ça, il faut aller au niveau de la conscience. Il faut avoir un vrai combat. Il faut un projet politique clair. On va faire une courte pause en musique, Fontaine.